donc, un des nombreux soucis qu'on a tous dans les boîtes, c'est comment je convainc notre patron. Et en fait, c'est pas la bonne question. C'est la vraie. Un patron à l'ancienne, il est convaincu assez vite. C'est la question, c'est comment je convainc un financier. C'est facile, ça. Hein. Parce que le financier, lui, ce qu'il sait, c'est qu'il prend son budget ligne à ligne et il dit, bah, vous m'envoyez des coups là, et puis arrêtez, quoi. Et donc, c'est un sujet sur lequel on travaille. Et donc, Henri Fiume était le directeur financier de Wayermold, qui lui-même, d'ailleurs, n'était pas convaincu. Il était convaincu par son patron, qui était assez musclé. Et donc, c'est le sujet que Catherine va vous présenter aujourd'hui dans le cadre des recherches de l'ILF. C'est un sujet de recherche. Et merci à Catherine de vous présenter le lien entre la ligne et la finance. Merci, Catherine. Bon, alors je l'avoue tout de suite, je suis une ancienne contrôleuse de gestion. Donc, j'ai été du côté obscur de la force. Et c'est pour ça que j'ai pris ce sujet, pour essayer de voir si je peux vous donner des clés pour discuter avec les financiers, les contrôleurs de gestion, les directeurs financiers, quand on parle de Lean. Je me suis dit que ce serait peut-être plus simple de partir des problèmes concrets qu'un patron d'unité. J'ai appelé ça un patron d'unité, ça peut être un PDG, comme ça peut être le patron d'une usine ou le patron d'une division. Et la première chose qu'on lui demande, en général, le patron de cette unité, c'est de rendre des comptes. Et vous savez très bien comment on doit rendre des comptes. Non? Ça ne vous dit pas quelque chose? Le reporting. Donc le reporting peut prendre des proportions très lourdes. Je vais passer dessus, on reviendra dessus à la fin, comment on gère ce problème de reporting. Et en général, ça se focalise pas mal autour d'améliorer le résultat. Il a une grosse pression, il faut qu'il améliore son résultat. Il a une autre pression, le patron d'unité. Il doit absolument renouveler. Idéalement, ce serait même faire croître son chiffre d'affaires, mais déjà, a priori, renouveler son carnet de commandes. Quand il est patron d'une usine dans un grand groupe, déjà, son premier souci, c'est est-ce que son usine va être retenue pour les prochains développements. Quand on est en charge d'une PME ou d'une entreprise plus importante, est-ce qu'on va pouvoir avoir l'an prochain le même carnet de commandes que cette année, au moins? Et ça, c'est un vrai souci. Un troisième souci qui tourne beaucoup autour des ressources humaines, on a beaucoup parlé du développement humain, attirer le talent, Théono nous en a parlé ce matin, maintenir la paix sociale, c'est aussi un aspect fondamental, Constellium nous en a parlé. Et puis, si on est propriétaire de son entreprise, on va peut-être même rêver d'accroître la valeur de son entreprise. On en a aussi parlé hier avec Constellium. Et ça va tourner autour, en général, la valeur de l'entreprise, elle est très, très liée à la rentabilité de l'entreprise, les résultats, le chiffre d'affaires, mais aussi, parfois, les notions de capitaux, d'investissement, d'assets. Donc, on va partir du premier point. Comment est-ce qu'on améliore les résultats? Et on en a pas mal discuté autour de ces 2 derniers jours. Il y a plusieurs façons de s'y prendre. Mais le management financier à l'ancienne, le management peut-être tayloriste, va avoir des méthodes un petit peu bizarres que vous allez reconnaître. On va essayer, par exemple, de prendre de la part de marché aux concurrents, en baissant les prix, en faisant des stratégies de discount. On va essayer autrement d'augmenter les prix de vente en essayant de vendre des consommables, le produit lui-même pas cher, mais des consommables autour. Vous savez, les cartouches d'imprimante, par exemple. Des consommables très chers autour. On va essayer de gagner de l'argent sur la maintenance ou la prévente. On va essayer peut-être de programmer de l'obsolescence. Tout ça, vous connaissez. Ce n'est pas la meilleure façon, je pense, d'améliorer les résultats. Donc, on n'a pas toujours la marge de manœuvre pour faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que les financiers vous poussent à faire? Ils vont tenter de vous faire réduire les coûts poste par poste. Ça vous dit quelque chose, ça? Apparemment, oui. Donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour réduire les coûts poste par poste? Donc, un truc, par exemple, on va beaucoup raisonner en termes de faisons passer un maximum de flux dans la grosse machine qui coûte cher. On tourne beaucoup autour du TRS. On voit encore beaucoup d'entreprises qui sont très, très marquées et uniquement marquées par le TRS. Comment j'optimise mon investissement qui m'a coûté très cher?
Comment est-ce que je fais passer un maximum de pièces dans cet investissement? Le problème quand on fait ça, et ça aussi c'est des arguments que vous pouvez commencer à discuter avec les financiers, c'est qu'il y a des tas d'à côté. Vous risquez de perdre sur les stocks, autrement dit d'augmenter vos stocks. Quand vous avez une grosse machine sur laquelle vous voulez faire passer un maximum de pièces, vous n'allez pas être tenté de faire des petits lots. Donc la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez revenir à des gros lots. Et donc, vous êtes tous des experts lean, gros lots, gros stock. Vous allez vraisemblablement, c'est très lié, gros stock, gros lot, gros stock, faire des délais. Vous allez, de ce fait-là, avoir plus de manutention. Et vous allez augmenter vos mètres carrés. Donc, ce n'est pas très lean, cet aspect-là. Alors après, il y a d'autres idées qui viennent. On pourrait, par exemple, délocaliser. Qui est-ce qui délocalise des achats de composants de matières premières dans la salle? Personne? Vous êtes très, très lean, alors. Alors ça, c'est très tentant, la délocalisation, parce qu'on se dit, oh là là, je vais acheter des produits qui sont fabriqués par des gens qui sont payés beaucoup moins cher. Bon, d'accord, c'est un peu loin, hein, mais je vais y gagner parce que c'est beaucoup, beaucoup moins cher là-bas. Et puis, on peut aussi rêver d'externaliser des centres de services partagés. On va sortir l'informatique, on va sortir la paye, on va faire la comptabilité ailleurs. Vous avez des cas comme ça aussi? Alors là aussi, même piège. Vous allez retrouver des problématiques de stock et de délai quand vous allez chercher vos produits très loin. Je me souviens avoir discuté avec une entreprise il n'y a pas si longtemps que ça qui disait acheter des produits en Chine. Il faut 8 semaines pour faire venir le bateau de Chine. Si le bateau se perd ou la cargaison s'abîme dans le bateau, tant qu'à faire, on va reprendre 8 semaines de stock de sécurité pour couvrir. Donc on s'est déjà mis 16 semaines de stock. Donc vous allez retrouver, quand vous délocalisez ou que vous externalisez, les mêmes problèmes que ça, mais vous allez rajouter des problèmes de qualité, parce qu'il n'est pas dit du tout que vous aurez la même qualité là-bas qu'ici. Vous allez vous rajouter des coûts logistiques fondamentaux, je viens de le dire, et vous allez créer des interfaces de communication supplémentaires. Il va falloir plus expliquer, réexpliquer, se mettre d'accord, etc. Je ne vous parle même pas du footprint et de l'empreinte carbone. Pardon. Vous êtes convaincus là-dessus ? Si vous ne l'êtes pas ou que vous cherchez des arguments là-dessus, je vous le remets dans Seeing the Whole Value Stream. Et ils ont donné un exemple comme ça. Donc, un Américain qui se dit, tiens, je vais aller chercher ma matière première ou mon composant en Chine. Et quand il a fait le calcul, vous voyez, des éléments de fret, de duty, de manutention, de temps d'écoulement, d'audit, de garantie supplémentaire, etc., mais il s'est rendu compte que ça ne valait pas le coup. Donc, ça aussi, c'est un effort qu'il faut qu'on fasse, c'est comment on apprend à calculer tous ces coûts supplémentaires pour pouvoir argumenter avec les financiers et les acheteurs. Là en l'occurrence, c'est aussi les acheteurs. Vous avez le fameux low-cost country. Vous avez ça chez vous ? Les achats dans les low-cost country ? Le gros danger de ça, quand on commence... Alors, la délocalisation, déjà, c'est une chose, mais quand on commence à externaliser en plus des compétences entières, même si vous jugez que ce n'est pas votre cœur de métier, vous risquez de perdre du savoir-faire et de la capacité d'innovation. Je ne sais pas si ce n'est pas très lisible, là, les images, mais moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces aspects-là en informatique. Il y a un vrai risque dans un monde qui se digitalise de plus en plus, de vouloir externaliser de l'informatique, c'est de perdre totalement le savoir-faire sur le sujet. Et malheureusement, il y a eu des très lourdes tendances à externaliser l'informatique, ou des pans entiers de l'informatique ces dernières années. Et ça peut faire très mal. Ce que disent les articles que vous ne pouvez peut-être pas très bien lire, c'est que ça freine complètement la capacité d'innovation de l'entreprise après. Et puis, on peut se trouver avec des cas de véritable dégradation de relations de travail. Ça, c'est un cas que j'ai vu. C'est une entreprise française qui avait sa comptabilité installée dans chaque usine, et notamment la comptabilité des fournisseurs. Donc, vous recevez des factures, vous saisissez la facture, vous la
contrôlez et vous la comptabilisez. Donc tout ça était dans chacune des entreprises, des usines françaises. Et évidemment, quelqu'un au siège s'est dit, on va externaliser ça en Pologne, ça coûtera beaucoup moins cher. Donc on a demandé à tous les fournisseurs d'envoyer les factures en Pologne. En Pologne, c'est une très très belle opération, très bien organisée. Ils ont des scans, ils reçoivent les factures, ils scannent, ils saisissent la facture. Aucun problème là-dessus. Mais quand il y a un problème, j'ai posé la question au patron des opérations de ce centre. Je lui ai dit, mais quel est votre taux de retouche sur ces factures que vous saisissez? Il me répond 55%. 55%, ça veut dire, parce que les retouches, ils ne savent pas les gérer en Pologne. Puisque par définition, les retouches, c'est des problèmes de prix, de quantité, etc., qui ne fonctionnent pas. Donc ça veut dire qu'on a renvoyé le traitement de la gestion de retouches dans des usines où il n'y avait plus de comptable. Donc vous imaginez le gain pour l'usine, la perte. Alors, ça c'est la vision management financier. La bonne nouvelle, c'est que la Harvard Business Review est venue plutôt conforter, il n'y a pas très longtemps, notre intuition lean, que ce n'était pas la bonne manière de le faire. Ils ont fait une étude statistique sur des milliers d'entreprises qui réussissaient bien. Et ce qu'ils ont découvert en analysant ces entreprises, ils essayaient de voir comment elles fonctionnaient, c'est que la règle numéro 1 qui justifiait, qui faisait que ces entreprises étaient particulièrement efficaces, c'est qu'elles travaillaient beaucoup plus la qualité que la réduction des coûts. La règle numéro 2, c'est qu'elles s'efforçaient beaucoup plus d'augmenter leurs ventes que de réduire leurs coûts. Et la règle numéro 3, c'est qu'il n'y avait pas d'autre règle. Et c'est une étude statistique sur des milliers d'entreprises aux États-Unis. Donc ça aussi, montrez-le à vos financiers. Et donc on rejoint maintenant ce qu'on a entendu depuis 2 jours. Comment est-ce que le Lean vient apporter de l'eau à notre moulin et servir cette approche stratégique que vous voyez là. Je reviens à ma liste de questions que j'avais au départ. Améliorer le résultat. Bon, ça c'est un premier point. Renouveler le carnet de commandes. Là, je suis plutôt en train de travailler les ventes. J'ai besoin d'améliorer la valeur de mon entreprise. Tiens, là aussi, j'ai besoin d'avoir des bonnes ventes parce que c'est ça ça va être un des critères déterminants de ma valeur d'entreprise. Éventuellement, également, les capitaux que je vais investir et les choix de mes investissements. Les résultats d'en haut, en fait, c'est aussi très lié aux ventes. Donc là, vous voyez qu'on voit assez clairement que le Lean, qui est une approche globale sur la croissance et les ventes, sert très intelligemment les besoins du patron. Et je rajoute un élément que je vais garder, je ne vais pas trop en parler pendant ma présentation parce que je suis sur une présentation financière, mais c'est un élément qui est fondamental, qui sont les ressources humaines. J'en reparlerai à la fin. Donc, on a cette équation-là. On a parlé depuis 2 jours du Lean comme stratégie globale. Et on voit que ça tourne autour de résultats, ventes, investissements, people, les gens. Et donc, ce dont nous parlait tout à l'heure Michael, c'est qu'il y a un travail qui a été fait pour voir si on pouvait relier tout ça dans une équation. Et on est reparti du return on investment, c'est le terme en anglais, la rentabilité des investissements, si vous voulez, qui est un ratio bien connu, et qui est en fait un résultat, un EBIT, divisé par des capitaux investis. L'EBIT, vous savez ce que c'est, hein, c'est Earnings Before Income Tax. On n'a pas besoin de le savoir pour suivre le reste. Ça va, vous n'êtes pas trop... J'accélère. Alors, pour compliquer un petit peu l'équation, on pourrait peut-être se dire, mais en fait, décomposons un peu le problème. D'un côté, j'ai une problématique de EBIT sur vente, et de l'autre côté, vente sur investissement. Ce qui me ramène en ligne à une notion très connue de 1, la rentabilité
de mes opérations, et de l'autre, une notion de rotation de mes investissements. Vous avez entendu parler de Constellium, Terex, ceux qui l'ont vu. On a parlé de rotation des stocks. On va retrouver ces notions-là. Donc, on va à nouveau retrouver notre équation et les ventes clairement intervenant dans les deux semi-équations. Et les people, pas oublier. Donc, comment est-ce qu'on va améliorer la rentabilité des capitaux investis et améliorer les résultats? On va reprendre une méthode scientifique. La méthode, le Lean nous réapprend à revenir sur des méthodes scientifiques. Vous ne pouvez pas vous tourner vers les opérateurs dans une usine ou vers les concepteurs en ingénierie et leur dire « améliorez-moi la rentabilité des capitaux investis ». Ils ne sauraient même pas par quoi commencer. En revanche, vous pouvez décomposer le problème et raisonner sur les facteurs contributifs. Et donc, on va raisonner, à partir de maintenant, sur les facteurs qui viennent impacter ces différents éléments de l'équation. Vous avez, au départ, la rentabilité des capitaux investis. Et la rentabilité des capitaux investis, on l'a vu tout à l'heure, dépend des résultats, EBIT, des ventes, des invests. Et les bits, les ventes, les invests, tout ça, eux aussi, ont des facteurs contributifs. On va les prendre un par un. La première chose à faire, on l'a vu plusieurs fois dans de nombreuses instances sur ces 2 jours, c'est de travailler la partie client. La première chose à faire, c'est d'avoir des clients complètement satisfaits. Je vous cite ici une citation qui vient de Stéphane Boyer, qui était à l'époque chez Toyota en 2010, qui était intervenu dans une conférence Lean et qui nous disait, ils avaient fait des études, la fidélité est 1,5 fois plus importante quand les clients sont complètement satisfaits. Ça rejoint totalement ce que Théodo nous disait à propos de, Benoît nous disait sur Théodo à propos de ce questionnaire de satisfaction, il fallait qu'on soit au moins à 8 sur 10. 5% de fidélité en plus peut représenter 25 à 85% de profit en plus. Ça, ce sont des chiffres qui circulent et qui sont des notions connues en marketing. Encore une citation de la Harvard Business Review, il y a un gouffre entre les clients satisfaits, ce matin, la prestation est bonne, et des clients complètement satisfaits, la prestation est très bonne ou excellente. Et ce gouffre-là peut faire la survie ou pas d'une entreprise. Donc déjà, il faut commencer par raisonner sur du complètement satisfait. Et pour faire ça, je ne vais pas revenir dessus en détail puisqu'on a vu plusieurs instances. On l'a vu par exemple chez Plastic Omnium, qui travaille justement le problème de son taux d'échec en primo-exécution de services sur les nettoyages ou les mises à disposition de containers poubelles. On l'a vu chez Théodo, on l'a vu chez plein d'autres. D'ailleurs, un des 6 KPI de Constellium, c'était réduire les réclamations clients. Et donc, ça passe par du Kaizen 6 points sur tous ces sujets-là. Le fait de faire de l'analyse et des réclamations clients, ça ne va pas forcément nous donner des idées sur le produit de demain, mais ça va déjà nous faire considérablement réfléchir sur ce qu'on a mis au point ou ce qu'on a commencé à livrer, le produit et le service qu'on livre aujourd'hui. Cette réflexion-là va nous amener à réfléchir aux problèmes qu'on pose en termes d'exécution du service ou de production du produit. Et ça va nous permettre aussi de réfléchir à ce qu'on peut faire demain. On a eu là aussi, pendant ces 2 jours, énormément d'exemples. Moi, je sors là de Microcontrol, une grosse réflexion sur l'adéquation de son produit aux attentes de ses clients. Je ne sais pas où est Jean-Louis, mais voilà, là-bas. C'était exactement ça, de la réflexion sur le produit. Et ça a un gros avantage. D'abord, c'est très positif et constructif, mais le fait de traiter les réclamations clients et de réfléchir à son produit, à son service, ça va permettre d'augmenter les ventes. Théodo nous a dit qu'ils ont eu un taux de réachat de 120% sur 2015 à clientèle égale parce qu'ils ont traité leurs réclamations clients. Plastic Omnium, hier, nous a dit qu'ils avaient pu
gagné un contrat de 3 millions d'euros avec la ville de Lille parce qu'ils avaient réduit considérablement le taux d'échec sur les services qu'ils devaient rendre. Donc ça arrive. Ce n'est pas systématique qu'on puisse augmenter les ventes, mais on a des cas avérés. Et en tout état de cause, ça va vous supprimer un grand nombre de coûts de non-qualité. Ça, ce sont des choses que les financiers ne mesurent pas, ne savent pas mesurer. Où est-ce qu'elle est, Aurore? Aurore, on ne voit pas très bien d'ici. Aurore Zema, elle est là-bas, elle est là-bas, elle est là-bas. Aurore me disait à la pause qu'elle avait besoin d'argumenter chez Plastic Omnium sur le fait d'investir du temps pour réduire les coûts de non-qualité. Et elle avait besoin que les financiers s'en émeuvent. Et elle a eu une très bonne idée, elle est allée demander aux financiers de les calculer. Parce que les financiers ne croient finalement, ce qu'elle me disait, que les chiffres qu'ils ont calculés eux-mêmes. Donc elle est allée voir les financiers, elle leur a dit, écoutez, on a des coûts de non-qualité, je vous explique, les retouches, les machins, les échecs, etc. Calculez-moi le coût. Et Aurore, tu nous as dit, les coûts représentaient quelque chose comme 6 millions d'euros, je crois, pour l'entreprise. Et il n'y avait que deux solutions. Le patron, à ce moment-là, d'Aurore a dit, il y a deux solutions, les gars. Soit vous me trouvez 90 millions de chiffre d'affaires de plus, soit vous me résorbez ces 6 millions d'euros de coûts de non-qualité. Donc le gros avantage du traitement de la qualité client et de la réflexion sur le produit, c'est que ça va vous éliminer ces coûts de non-qualité qui ne sont pas aujourd'hui mesurés par les financiers. Mais demandez-leur de les mesurer. Vous aurez, avec cette réflexion produit aussi, l'avantage de mieux comprendre où vous vous positionnez par rapport à la concurrence. Certains d'entre vous ont assisté à plusieurs discussions sur le lean engineering avec Cécile, avec Jean-Louis, avec Terex. Vous avez ici un autre exemple, ça c'est tiré de l'informatique de ma propre expérience. Où nous positionnons-nous par rapport à la concurrence ou par rapport à la demande client ou par rapport aux besoins du client avec notre produit? Et comment et sur quoi fait-on porter la stratégie de demain? Donc on a commencé maintenant à un peu plus satisfaire nos clients. Ils attendent nos nouveaux produits et nos services. On est plus en position maintenant de les livrer. Il va falloir qu'on raisonne, qu'on apporte d'autres outils lean. On va devoir réfléchir en termes de lancement de nouvelles gammes de produits selon un certain takt time. On va pouvoir aussi avancer dans la notion de qualité autour de la production, de la maîtrise de la production et de l'exécution, donc tout ce qui est JDOKA. On va travailler les flux tirés, que ce soit en service ou en produit, de manière à améliorer les délais. Et Cadieu nous a parlé de l'importance, de l'enjeu que ça représentait au point de vue concurrentiel d'améliorer les délais. Ils étaient dans une situation où les grandes surfaces de bricolage exigeaient d'eux des délais qu'ils ne savaient pas tenir, et ils ont réussi à baisser leurs délais avec des flux tirés de 14 jours à 2 jours. Et ça a été un enjeu majeur pour eux. En travaillant le flux tiré, le JDOKA, on va pouvoir avoir d'autres opportunités de réduction de coûts. Je vous en cite quelques-unes. Vous allez probablement découvrir que vous avez des moyens de réduire votre rebut. Vous allez probablement découvrir que votre process est assez pourri et pourrait être amélioré. Vous allez probablement découvrir... Alors là, je parle de productivité, mais productivité, on se dit, on supprime des postes. Pas forcément. On est dans une stratégie de croissance. Tout le challenge va être de comment on va pouvoir, avec les mêmes personnes, vendre plus. On a entendu Benjamin Garel nous parler de l'hôpital et comment on avait redéployé les équipes pour faire un bien meilleur service sans augmenter les effectifs. Et puis, le même travail sur les flux tirés va aussi nous permettre d'améliorer le besoin en fonds de roulement, qui est aussi une notion très importante pour les financiers, c'est la notion de cash. Besoin en fonds de roulement, vous vous rappelez, c'est les stocks plus les créances clients, moins les dettes dues aux fournisseurs. Ça vous dit? Ça vous parle? On parle de working capital en anglais. Les stocks, on a eu plusieurs cas, plusieurs exemples, plusieurs explications sur les stocks. Constellium, la Chance Spring a dû vous en parler, j'y étais pas, mais il y a
réduction de stock quand on fait des flux tirés, par exemple. Sur les clients, sur les créances clients, ça on en parle beaucoup, on n'a pas tant que ça d'exemples, et on n'en a pas eu beaucoup ces 2 derniers jours. Sur les clients, je vais vous en donner un, moi, que j'ai vécu. Ça peut se travailler, les créances clients. On avait un exemple en Argentine où on ne pouvait facturer nos clients, c'était une forme d'autofacturation, on ne pouvait facturer nos clients que si les clients validaient a priori la facture. Et donc on attendait cette validation pour pouvoir facturer. Et on voyait la courbe là, monter, monter, monter sur les prestations qui n'avaient pas été facturées. Donc on se disait, c'est normal, c'est pas normal, etc. À partir du moment où on a commencé à mettre en place des standards et qu'on a commencé à faire de la résolution de problèmes, vous voyez, la courbe a redescendu et on a pu améliorer le nombre de prestations non facturées. En fournisseur, là aussi, il y a énormément de travail à faire en ligne parce que une comptabilité fournisseur, allez les voir. C'est des véritables usines. Ils reçoivent des tonnes de papier ou maintenant de mails ou d'éléments dématérialisés. Et il faut qu'ils rapprochent ça de données qui ont été plus ou moins mises à jour dans le ERP. Et ça génère des taux de retouches épouvantables. Vous passez à peu près 6 fois plus de temps sur les retouches que sur la saisie. Hein. Et c'est là qu'est le problème. Donc quand vous travaillez sur les comptes fournisseurs, vous travaillez aussi sur quoi? Sur la relation avec votre fournisseur. Le rêve d'un financier, ce serait que ses clients le payent comptant et qu'il paye le plus tard possible ses fournisseurs. Moi, ce n'est pas mon rêve. Le rêve d'un patron lean, ce serait d'avoir un partenariat avec ses fournisseurs sur lequel on a une confiance et on peut travailler ensemble. Et donc, la moindre des choses vis-à-vis de ce fournisseur-là, c'est de le payer à temps. En plus, quand il n'est pas payé à temps, il y a un gros risque sur la production parce qu'il décide de ne plus livrer. Donc tout ça, c'est des arguments que vous pouvez donner à vos financiers. Un autre, je vais un peu plus loin dans l'arborescence sur les stocks parce que moi, je l'ai souvent utilisé. Pourquoi est-ce que Constellium nous dit, moi, je m'intéresse à certains KPI et je ne veux pas travailler les aspects cas euros? Ben, essayez de voir si ce genre d'arborescence ne peut pas aider. Si vous expliquez que vous allez améliorer les stocks en travaillant sur le SMED parce que c'est ça qui vous permettra de faire des petits lots, le fait d'avoir un indicateur sur le SMED va peut-être convaincre vos financiers que ça améliorera à terme son cash. Si vous travaillez sur la fréquence des approvisionnements ou la fréquence des expéditions, vous pouvez avoir des indicateurs sur des remplissages camions qui vont le convaincre que vous êtes en train de travailler sur son cash. Faites le lien entre ses préoccupations et les vôtres. On a parlé de flux tirés, on vient de commencer à en parler. SMED, petit lot, vous connaissez. Ça va nous amener à d'autres questions sur les investissements. On ne peut pas faire des petits lots avec d'énormes machines qui font tout. Le petit lot, la flexibilité passe souvent par des machines beaucoup plus flexibles, beaucoup plus aménagées, beaucoup plus adaptées. Donc on va changer aussi notre point de vue sur les investissements. Et là, plutôt que de vous faire un long discours, je vais citer, alors c'est un journaliste de l'automobile qui connaît très très bien l'automobile et qui est allé entendre il y a un an Toyota sur sa New Global Architecture, qui serait un peu l'usine du futur de Toyota, si vous voulez. Et Toyota, voilà ce qu'ils disent en termes d'investissement. Dans leur nouveau donc, TPS 2.0, hein, j'utilise aussi ces termes-là, ils sont capables, ils ont des unités, regardez, hein, ils ont des nouvelles usines maintenant modèles, une usine cible, qui permet de faire 200 000 unités par an, mais 8 ou plus modèles en même temps sur la même ligne. Ça, c'est de la flexibilité de ligne. Pour augmenter la capacité, la ligne peut être allongée pendant le week-end ou raccourcie si besoin. On parle d'une usine de construction d'automobiles. Hein. Une ligne de peinture, c'est des énormes investissements dans l'automobile, les lignes de peinture. Ça coûte très cher, ça prend beaucoup de place. Là, le journaliste cite la taille de
pas champ de, comment on dit, terrain de foot, de 2 terrains de foot. Non, chez eux, elle fait 6,5 mètres de haut au lieu de 10 et elle dépasse à peine la taille d'un terrain. Ils pensent qu'avec leurs nouvelles usines, sur ce nouveau modèle, ils vont avoir besoin de 40% de CAPEX de moins. CAPEX, Capital Expenditure, investissement en capital. Le switch-over, le SMED, d'un modèle peut être réduit de moitié. Le coût d'un modèle peut être réduit de moitié. Le temps pour le faire est pratiquement réduit à 0. Et cet argent-là, Toyota, qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Ils veulent le réinvestir pour faire des voitures encore meilleures. Ça, c'est des choses qui peuvent parler à vos financiers. Ma conclusion, j'espère que je ne vous ai pas endormi ou effondré parce que c'était un peu aride. Ma conclusion, c'est qu'effectivement, si ça, on considère que ce sont les problèmes du patron de tous les jours, oui, le Lean va permettre de résoudre ces problèmes et donner des arguments pour en discuter. Ça a même pu être mesuré. Alors ça, ce sont des études qui ne sont pas faites partout, mais nos collègues de l'Institut Lean italien, le patron de cet institut est d'ailleurs un professeur éminent de l'Institut Bocconi de Milan. Il a fait une étude, il a utilisé des données financières qui sont connues, qui sont publiées sur les entreprises, et il a fait en fait 2 études. Il a fait une première étude sur le New York Stock Exchange, et il a pu démontrer que les entreprises connues comme étant lean avaient un bien meilleur rendement que celles du même secteur d'activité. Et puis il a fait une deuxième étude en Italie, où il a pris là aussi des chiffres publiés financiers, des EBITDA, des choses comme ça, et secteur d'activité par secteur d'activité, sur des entreprises italiennes de taille moyenne, il a pu constater que vous avez ici sur la ligne le nombre d'années où ces entreprises sont réputées avoir fait du lean. Plus l'entreprise est connue pour faire du lean, parler du lean, se transformer en lean, donc plus c'est long, plus l'écart par rapport à leurs concurrents du même secteur est important en termes de return on investment. Donc ils ont une bien meilleure rentabilité quand ils ont fait 7 ans de lean que leurs concurrents sur le même secteur. C'est ça que ça veut dire. Donc certaines études commencent à le démontrer. Mon point final, je ne vous ai absolument pas parlé des hommes, ni de la formation, ni du développement des hommes, qui a été le thème tout au long de la journée. C'était très aride, c'était des éléments de discussion pour les financiers. Il y a un point quand même qui est très important à dire. Tout ça ne peut fonctionner que si on travaille, comme vous l'avez vu pendant 2 jours avec les hommes. Il y a une chose que les financiers ne mesurent absolument pas sur leur bilan, c'est la ressource humaine, et d'ailleurs la ressource naturelle également. L'utilisation de ressources humaines ou l'utilisation de ressources naturelles n'est absolument pas chiffrée sur un bilan. Et c'est bien dommage, parce que c'est la ressource humaine qui s'apprécie le plus avec le temps dans l'entreprise. Merci Catherine. Vous voyez qu'on n'a pas que des poètes et de doux rêveurs en île, on a des gens sérieux aussi. Quels sont les... Vous avez des questions pour Catherine? Attendez, est-ce que, qui dans la salle a fait un cours de finance? Qui a été formé en finance? Ok, qui se sent confortable... Alors, je vais le dire autrement. Qui se sent confortable en face d'un manager financier? Ah oui, il y en a moins, quand même. C'est notre polyvalence à nous. Hein. C'est ce qu'on demande aux opérateurs, c'est de leur polycompétence. La polyvalence, notre polyvalence, c'est d'arrêter de dire que les financiers sont tous des cons. Attendez, j'ai réfléchi 5 minutes. Mais c'est surtout de dire que nous, on ne sait pas parler financier. Si la question qu'on nous pose à tous les summits, c'est comment je convainc mon patron? Quelle est la seule réponse à ça? Apprends à parler sa langue. Okay, si vous n'investissez pas à parler dans la langue de votre patron,
vous aurez peu de chances de le convaincre. Question ? Bonjour Sophie, merci beaucoup Catherine parce que c'est vraiment exactement toutes les questions que je me pose et c'est vraiment ça, mais même des patrons eux-mêmes, ils doivent convaincre leur comité d'administration, ils doivent convaincre les investisseurs et donc ils ont absolument besoin de ces arguments-là et je réfléchis aux entreprises de services. Parce qu'une partie des arguments, là, ils sont autour des stocks, autour des délais de livraison de matières qu'on doit stocker et déplacer. Pour les entreprises de services, j'ai l'impression qu'il y a encore un autre niveau de complexité. Dans les entreprises de services, il y a les mêmes notions de vente à améliorer. Théodo nous l'a rappelé, Plastic Omnium, etc. Il y a la même notion, donc le point de départ sur les ventes, c'est exactement la même chose. Les coûts non qualité, même chose. On n'a peut-être pas de stock, mais on a des problématiques de délai et de livraison retard qu'il faut travailler. Les clients, les créances clients, les comptabilités fournisseurs, c'est partout pareil. Et il y a peut-être des investissements différents, mais il y a des investissements informatiques qui sont souvent des grosses erreurs. Je peux rajouter un point, il y a beaucoup d'entreprises de services comme celle de Boris, qui sont des entreprises de services qui manient du matériel quand même. Et la grande surprise, c'est que grosso modo, l'ordre de grandeur qu'on a en ligne, c'est vous doublez votre turn, vous doublez votre marge. C'est ce qu'on cherche en tout cas. Et la grande surprise, c'est que moi j'ai eu maintenant, c'est que même dans les entreprises de services où on s'attaque à la fluidité des pièces, comme elles ont un tel impact sur la capacité à réaliser du travail, il se passe la même chose. Donc le côté ligne, que dans le doute, quand on ne sait pas où on va, on commence par accélérer la rotation des stocks, ce n'est pas un mauvais point de départ, même dans le service. Catherine, c'était quoi ton déclic là-dessus? Alors moi le déclic clair, c'est ces arborescences-là. J'ai eu beaucoup de mal à convaincre certains patrons d'usines de bosser sur certaines... Je vais vous donner un exemple concret. J'étais dans l'informatique et il y avait des vrais problèmes de dysfonctionnement dans l'usine parce que les données dans l'ERP, il y a quand même un certain nombre de données, même si une grosse partie était faite en Kanban, etc. Il y a quand même un certain nombre de données dans l'ERP dont on a besoin pour payer les fournisseurs, vendre aux clients, etc. Et donc, il y avait des données qui étaient totalement erronées et ça posait des tas de gros dysfonctionnements, y compris auprès des clients. Et ça ne passionnait absolument pas les patrons d'usine. Et le déclic, ça a été ça, c'est de pouvoir utiliser ces arborescences pour nous rejoindre et leur expliquer comment leurs problèmes qu'ils voyaient, eux, au niveau du COMEX, qui pouvait être, par exemple, un retard de livraison, étaient liés à une mauvaise donnée dans la table numéro 22 de l'ERP Trucmuche. Et ça a été vraiment un déclic. Ça a été aussi un déclic chez certains patrons parce qu'ils n'avaient jamais compris la connexion entre le travail, par exemple, d'un approvisionneur, de quelqu'un qui fait une réception dans une usine, d'un comptable, et ce qu'ils faisaient, eux, au jour le jour. Et vous voyez là encore le Lean qu'on essaie de vous montrer, c'est que le Bataclan du Lean, là, tout le système qui vous plaît tant, ne sert qu'à ça. Ne sert qu'à trouver l'endroit où enfin on a une réconciliation, enfin on se parle, enfin on comprend le problème technique qui est généralement à la frange de deux domaines auxquels on ne se parle pas, et que si on se met ensemble et qu'on craque ça, toc, on a une amélioration de performance. Et c'est, à nouveau, il ne faut pas se tromper, le Lean ne sert qu'à trouver ces trucs-là et à mettre les gens ensemble pour qu'ils se parlent. Merci beaucoup Catherine, super présentation. Merci Catherine.